Tomorrow night, the New Year's Eve countdown in the Trump Kennedy Center will sound differently than originally planned. The Cookers, a jazz group scheduled to perform 2 New Year's Eve performances, has canceled. While the group did not give details behind the decision, one band member, Billy Harper, shared in a Facebook interview, quote, "I would never even consider performing in a venue bearing a name and being controlled by the kind of board that represents overt racism and deliberate destruction of African-American music and culture." A New York-based dance company, Doug Verone and the Dancers, is also canceling 2 shows in April, a decision that the head of the company told the New York Times. Certains actes administratifs, lorsqu'ils sortent de la routine habituelle, produisent pour des bouleversements qui dépassent pour le cadre de l'instance qui les a formalisés. Au cours de la deuxième quinzaine de décembre 2025, le conseil d'administration du Kennedy Center, dans sa nouvelle configuration désignée en majorité par le président Donald Trump, ait éprouvé l'ajout du nom de l'ancien président sur la façade de l'institution, rebaptisant le bâtiment Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. La décision a été prise sans consultation publique, sans délibération législative et sans avis technique préalable, rompant ainsi avec le protocole traditionnel appliqué aux espaces fédéraux de mémoire institutionnelle. La plaque portant le nouveau nom a été installée sur le bâtiment siège à Washington quelques jours avant la cérémonie annuelle des Kennedy Center Honors, un événement historiquement diffusé par la chaîne CBS. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La réaction initiale est venue du milieu artistique. Des compagnies de danse, des musiciens, des acteurs et des producteurs culturels ont commencé à annuler des représentations déjà confirmées pour les mois suivants. La justification récurrente dans les communiqués publics était la rupture entre le caractère commémoratif du centre, consacré par la loi comme un hommage exclusif à l'ancien président John F. Kennedy, et la tentative de reconfiguration institutionnelle motivée par des considérations politiques récentes. Au cours de cette semaine, plus d'une douzaine de représentations ont été retirées de la programmation. Des acteurs primés, des musiciens de renom et des metteurs en scène de renommée nationale ont publié des communiqués dans lesquels ils qualifiaient ce changement d'incompatible avec les principes fondateurs de l'institution. La cérémonie télévisée, prévue le 23 décembre, s'est déroulée dans une atmosphère de discorde. Bien que Donald Trump ait officié en tant que maître de cérémonie, sa participation a été considérablement éditée par CBS, qui a réduit son discours à moins d'un quart de la durée initiale et a conservé, dans tous les documents officiels, le nom légal de l'institution, Kennedy Center. Des panneaux, installés sur la scène pendant l'événement, ont masqué visuellement toute référence à la nouvelle nomenclature proposée, renforçant ainsi la dissociation entre la décision du Conseil et la position adoptée par les secteurs indépendants de la presse. L'audience de l'événement a connu une baisse significative. La chaîne a signalé une réduction de 35% du nombre de téléspectateurs par rapport à l'année précédente, atteignant le niveau le plus bas jamais enregistré dans l'histoire de la diffusion. Parallèlement, le conflit s'est déplacé vers le domaine juridique. La députée Joyce Beatty, représentant l'État de l'Ohio, a intenté une action civile devant le tribunal de district de Washington, contestant la légalité de la décision du Conseil. Selon la requête, la tentative de renommage viole la loi de 1964 qui a consacré le nom de John F. Kennedy comme seul titulaire du mémorial, exigeant l'approbation expresse du Congrès pour toute modification. L'argument central soutient que la mesure adoptée par le Conseil dépasse non seulement sa compétence administrative, mais compromet également les fondements juridiques qui distinguent le Kennedy Center comme lieu de mémoire nationale. Les documents joints à l'action reproduisent des extraits de la législation originale et des archives historiques qui attestent du caractère unique du centre en tant qu'hommage fédéral à l'ancien président assassiné en 1963. Le conseil du centre, quant à lui, a gardé le silence public dans les premiers jours qui ont suivi le dépôt de la plainte, se limitant à des déclarations formelles dans lesquelles il soutient que la mesure s'inscrit dans le cadre de l'autonomie institutionnelle et aurait pour objectif de valoriser les contributions contemporaines à la vie publique américaine. À ce jour, aucun document autorisant la modification de la nomenclature selon les critères exigés par la législation fédérale en vigueur n'a été présenté. L'impasse a pris une dimension supplémentaire lorsque l'administration du centre, toujours sous la direction de personnes nommées par Trump, a commencé à envoyer des notifications aux artistes qui avaient annulé leurs engagements, les menaçant de poursuites financières pour rupture de contrat présumé. L'un des cas qui a eu le plus de retentissement est celui du musicien Chuck Reid,
qui a rendu public le contenu d'une de ses notifications, révélant que le centre envisageait une demande judiciaire d'1 million de dollars à titre de compensation pour les pertes résultant de l'annulation de sa prestation. Cette mesure a été interprétée comme une tentative de dissuader de nouvelles annulations et a déclenché des réactions supplémentaires sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés. D'autres artistes, comme la chanteuse Christy Lee, ont publié des messages dans lesquels ils expriment leur malaise face à la situation institutionnelle créée et réaffirment que leur décision de se retirer de la programmation ne résulte pas d'une divergence partisane, mais de la perception que l'espace ne répond plus aux critères minimaux de neutralité symbolique exigés par sa nature publique et commémorative. La succession des événements indique que le conflit autour de la renomination du Kennedy Center sera difficilement contenu par des moyens administratifs seuls. L'intersection entre la législation fédérale, les prérogatives institutionnelles et la liberté artistique a déplacé l'axe du débat vers une sphère de tension plus large, où les fondements de la représentation culturelle publique sont testés en temps réel. La manière dont chaque acteur institutionnel répondra à ces tests tend à définir les contours d'un précédent qui, même s'il se limite à un bâtiment, a déjà des effets systémiques sur la manière dont on comprend la mémoire politique et l'utilisation de l'espace public aux États-Unis. Il est essentiel de suivre ce type de conflit avec attention et clarté pour comprendre non seulement les épisodes isolés, mais aussi le fonctionnement plus profond des institutions démocratiques. Nous continuerons à analyser les développements en nous concentrant sur ce qui est réellement en jeu. C'est dans ce contexte que la controverse autour du Kennedy Center commence à révéler des aspects institutionnels plus complexes. La loi de 1964 qui a créé l'entité ne se contente pas de définir son nom comme John F. Kennedy Center for the Performing Arts, mais la caractérise également juridiquement comme un mémorial national. Ce statut confère au centre une position unique. Il s'agit certes d'une institution culturelle autonome, mais elle entretient des liens formels avec le Congrès et soumise à des dispositions légales spécifiques pour toute modification de sa mission, de sa structure ou de son identité. Les archives disponibles montrent que, depuis sa fondation, aucune tentative de changement de nom n'avait été enregistrée, pas même par les présidents en exercice. La décision récente du Conseil marque donc un tournant sans précédent, qui ne peut être compris uniquement comme un choix administratif. Elle déclenche des mécanismes de surveillance institutionnelle et suscite simultanément des débats constitutionnels, politiques et culturels. À partir de là, la composition actuelle du conseil d'administration du centre joue un rôle central dans la compréhension de cet épisode. Sur les 22 membres ayant le droit de vote dans la direction actuelle, 17 ont été nommés pendant le mandat de Donald Trump, la plupart d'entre eux étant des personnalités ayant un passé politique ou ayant déjà occupé des postes de responsabilité dans l'administration fédérale précédente. Parmi eux figure Richard Grenell, ancien ambassadeur et ancien directeur par intérim du renseignement national, qui a pris la présidence du Conseil peu avant le vote, qui a abouti à la renomination partielle. La proximité entre les membres du Conseil et le président n'est pas en soi irrégulière, mais lorsqu'elle est associée à des décisions qui dépassent le cadre traditionnel de la gouvernance culturelle, cette configuration soulève des questions sur les conflits d'intérêts et l'instrumentalisation des structures publiques à des fins de reconnaissance personnelle. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire a rapidement dépassé le domaine artistique et a commencé à mobiliser des parlementaires de différentes commissions législatives. Les juristes qui conseillent la commission administrative de la Chambre des représentants analysent actuellement les effets juridiques de la décision du Conseil, en particulier ce qui concerne la compatibilité de la mesure avec les articles 3 et 4 de la loi de 1964, qui stipulent que toute modification du nom, de la mission ou du fonctionnement du centre doit être soumise à une commission et approuvée à la majorité par le Congrès. À ce jour, aucune demande formelle n'a été enregistrée à cet effet. En outre, les avis préliminaires du Bureau des affaires législatives du ministère de la Justice indiquent que l'absence de procédure législative rend la décision vulnérable à une suspension par mesure conservatoire, avant même que le fond de l'action intentée par la députée Beatty ne soit jugé. Il s'agit donc d'une situation préliminaire dans laquelle le système n'a pas encore réagi dans son ensemble, mais qui montre déjà des signes de mobilisation institutionnelle. La CBS, quant à elle, en conservant le nom original de l'institution dans sa couverture officielle et en limitant la participation de Donald Trump au minimum possible, s'inscrit dans l'équation en tant qu'acteur culturel avec une position institutionnelle claire. Des sources proches de la direction de la chaîne
confirme que la décision éditoriale de ne pas approuver le nouveau nom résulte d'une consultation juridique préalable dont l'avis interne recommandait le strict respect de la nomenclature légalement reconnue. Cet alignement entre le secteur privé et la norme publique révèle un aspect structurel important. Même en dehors du domaine gouvernemental, les institutions responsables de la mémoire collective fonctionnent sur la base d'accords juridiques qui, lorsqu'ils sont rompus unilatéralement, ont tendance à générer des réponses correctives spontanées de la part d'autres acteurs du système. Le refus des entreprises et des artistes de reconnaître ce changement n'est pas seulement une forme de protestation, c'est aussi le signe qu'il existe des limites juridiques et institutionnelles qui ne peuvent être redessinées par une volonté isolée. Un autre élément qui renforce le caractère systémique de cet épisode, il réside dans l'histoire récente de tentatives similaires d'appropriation d'espaces publics. Au cours de son mandat, Trump a cherché à renommer des bases militaires portant le nom de généraux confédérés, se heurtant à une résistance importante de la part du Congrès et des forces armées. En 2020, le ministère de la Défense lui-même a rejeté cette tentative de modification, invoquant la nécessité d'un consensus législatif et le respect de l'histoire institutionnelle des unités militaires. Le schéma se répète dans le cas du Kennedy Center, avec une différence essentielle. Aujourd'hui, la cible du changement de nom est un espace de mémoire civile lié à la culture, et non à une branche de la défense nationale. Néanmoins, les principes qui régissent la préservation des noms historiques restent les mêmes, et, dans les deux cas, le Congrès apparaît comme l'instance ultime de validation. Cette dynamique de contrôle, croisée entre les pouvoirs, prévue dans le modèle constitutionnel américain, est activée en temps réel face à la tentative de renommer le centre. Les parlementaires organisent déjà des audiences publiques pour discuter de la portée des décisions du Conseil, et des initiatives sont en cours pour présenter des projets de loi qui renforcent explicitement la nécessité d'une autorisation du Congrès pour tout changement dans les institutions désignées comme mémoriaux nationaux. Parallèlement, des organisations juridiques et des entités de défense de la liberté artistique ont commencé à suivre l'affaire, en publiant des notes techniques et en mobilisant des experts en droit constitutionnel pour évaluer les impacts à long terme d'une éventuelle consolidation de la modification sans fondement juridique. Dans ce contexte, le domaine juridique reste en attente. L'action intentée par la députée Beatty est en attente d'une analyse initiale en vue de l'émission éventuelle d'une mesure préliminaire, mais l'argumentation circule déjà parmi les analystes et les commentateurs juridiques, qui discutent des conséquences potentielles de la création d'un précédent dans lequel les conseils d'administration des institutions publiques pourraient modifier, sans autorisation législative, des éléments centraux de l'identité de leurs espaces respectifs. La question qui se pose à ce stade ne concerne pas seulement la légalité de l'acte, mais aussi la portée de son acceptation institutionnelle. Cette tension révèle une couche moins visible du système, l'imbrication entre le droit, la culture et le pouvoir qui, lorsqu'elle est activée de manière abrupte, exige des rééquilibrages complexes. L'analyse de mouvements tels que celui-ci renforce l'intérêt de suivre régulièrement les points de friction entre les décisions administratives et les fondements juridiques. Ce qui apparaît comme un geste isolé a souvent des répercussions à plusieurs niveaux institutionnels qui ne deviennent visibles qu'avec le temps. Selon les données actuellement disponibles, la controverse juridique liée au Kennedy Center en est encore à ses débuts, mais elle a déjà des conséquences institutionnelles qui dépassent le cadre physique de l'institution. L'initiative d'associer le nom d'une personnalité politique encore en vie à un mémorial créé par une loi du Congrès pour honorer un président assassiné constitue en soi un changement important par rapport aux normes établies depuis des décennies. Même si la légalité de cette mesure sera définie à l'avenir par le pouvoir judiciaire, le simple fait qu'elle ait été proposée déplace le débat vers un terrain plus large, où l'on discute du rôle de la mémoire publique dans les démocraties constitutionnelles. Les juristes sont divisés quant aux limites du pouvoir décisionnel des conseils d'administration dans les institutions soumises à des législations spécifiques. Une tendance soutient que, sans autorisation législative expresse, toute tentative de modification du nom institutionnel est juridiquement invalide dès son origine. Une autre interprétation admet que, même en l'absence de base juridique immédiate, l'initiative peut être comprise comme un geste provisoire, susceptible d'être annulé et sans effet concret, jusqu'à une éventuelle délibération du Congrès, ce qui la rendrait, dans la pratique, inopérante. La controverse s'articule donc autour de deux plans distincts, mais liés, celui de la légalité et celui de l'efficacité sociale. Le premier concerne la conformité du changement de nom avec le cadre juridique en vigueur.
en particulier la législation adoptée en 1964 et la jurisprudence visant à préserver les monuments publics. Le second plan, plus fluide, concerne la manière dont différents acteurs, médias, artistes, publics, sponsors et représentants politiques choisissent d'adopter ou de rejeter la nouvelle dénomination dans leur quotidien. C'est dans ce domaine que se concentrent, jusqu'à présent, les impacts les plus évidents sur le fonctionnement et la projection publique du Kennedy Center. Le refus des réseaux de communication d'utiliser la nouvelle appellation, l'annulation de spectacles, la résistance manifestée par des artistes de renom et l'absence de soutien public cohérent indiquent que la tentative de redéfinition symbolique n'a pas encore atteint une reconnaissance sociale suffisante pour s'imposer. Les experts soulignent que la poursuite ou l'abandon de cette initiative dépendra non seulement de l'issue judiciaire, mais aussi de la capacité des différentes institutions, presse, congrès et secteurs culturels, à maintenir des positions stables dans le temps. À ce scénario s'ajoute le risque que, même en cas de décision judiciaire annulant le changement, une partie de l'atteinte à la réputation du centre soit déjà consolidée. Pour une partie du public et de la communauté artistique, la perception d'une tentative d'instrumentalisation politique de l'espace peut avoir fragilisé l'image de neutralité de l'institution, imposant par la suite un effort délibéré de reconstruction de la confiance. Certaines interprétations situent cet épisode dans le cadre d'une stratégie plus large associée à Donald Trump, marquée par la tentative d'inscrire son nom dans les institutions publiques par le biais de failles administratives, redéfinissant ainsi les symboles centraux de la vie politique nationale. En revanche, certains juristes mettent en garde contre le risque de donner à cet épisode une portée excessive. Selon cette vision, le changement partiel de nom du Kennedy Center, bien que controversé, ne constituerait pas une rupture structurelle, mais un écart ponctuel susceptible d'être corrigé par les mécanismes institutionnels existants. Cette interprétation souligne que le système constitutionnel des États-Unis d'Amérique dispose de garanties suffisantes pour empêcher la consolidation de précédents problématiques et que la judiciarisation de la question devrait conduire, dans les mois à venir, à un rééquilibrage formel. Dans cette optique, cet épisode serait moins un signe d'affaiblissement institutionnel qu'un test de la capacité de résilience normative du système, dont la réponse, encore en cours d'élaboration, serait déjà en marche. À ce jour, aucun consensus ne s'est dégagé quant aux effets juridiques et culturels à long terme de cette tentative de modification symbolique. On observe plutôt un scénario de conflit dans lequel des décisions administratives apparemment simples, comme la modification d'une dénomination officielle, déclenchent des chaînes complexes de résistance institutionnelle. Le fonctionnement des démocraties consolidées, en ce sens, ne dépend pas seulement de normes écrites, mais de la volonté continue de divers acteurs de protéger la signification de ces normes. C'est sur ce point que des épisodes tels que celui du Kennedy Center prennent une dimension qui dépasse leurs éléments immédiats, révélant non seulement ce qui a été décidé, mais aussi ce qui est en jeu dans l'acte même de décider. L'observation continue de situations de cette nature contribue à une compréhension plus approfondie des zones de tension présentes dans le système institutionnel des États-Unis d'Amérique. Lorsque des analyses de ce type aident à mettre en lumière des aspects moins visibles des événements, il devient pertinent de suivre attentivement les développements futurs. Nous resterons attentifs.